Je vais immédiatement céder la parole à Caroline Faure, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Tom Drevard pour cette invitation, ainsi que Constance et puis Claudia aussi pour l'organisation impeccable de ces journées. Et puis, merci aussi aux équipes de l'Université de Lyon 3 qui nous accueillent dans de très beaux locaux et pour l'accueil qui nous est réservé de manière générale. Alors, je suis embêtée pour deux raisons. La première, la position qui est la mienne est terrible parce que tout le monde a très faim. Je suis d'ailleurs là, je pense que la première session matinale là aurait dû se terminer à 3 minutes et donc je vais encore vous contraindre à rester un long moment présent. Donc en cela, la position n'est pas facile et elle n'est pas facile non plus parce que passer en dernier après tous ces différents échanges et présentations depuis hier après-midi me fait m'apercevoir que je n'aurai peut-être pas de grandes nouveautés à vous présenter et donc c'est un peu regrettable, mais on va quand même essayer d'arriver à quelque chose de positif. Alors, pour moi, c'est un vrai plaisir de retrouver ce sujet du statut du maraîcher municipal. On va revenir un peu sur ce terme après, mais finalement, pour moi, il y a eu une petite histoire particulière que je vous partage. Il y a de cela donc près de 3 ans, un collègue qui est presque lyonnais d'ailleurs avait évoqué avec moi l'idée de fermier fonctionnaire ou fonctionnaire fermier, c'est selon l'appréhension qu'on va avoir des choses. Et ça avait attisé un petit peu ma curiosité. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce concept et donc tout ça m'avait entraîné sur les traces de la ferme d'Épinal, puisque je réside à Metz, donc je suis allée faire un peu de tourisme pour découvrir cette ferme municipale. Ensuite, des entretiens se sont enchaînés, notamment avec Gilles Perrol de Montsartou, avant que ne paraisse donc un article dédié donc à ce statut du maraîcher municipal et donc la confrontation avec la notion de fonction publique. Donc, il en est ressorti quand même un certain nombre d'interrogations que qui pour certaines n'ont pas trouvé de résolution et que je vais vous partager aujourd'hui. Et ce sera encore une fois l'occasion de poser quelques petites pierres avant les ateliers à venir. Alors avant, peut-être, je trouve qu'il est quand même très intéressant et ça fait un peu peut-être au fil de pré-conclusion à l'ensemble de nos échanges, mais je trouve que vraiment c'est très intéressant de voir à quel point ce sujet des fermes publiques, il a pris de l'ampleur dans la sphère juridique juste en quelques années, mais également au-delà, et en cela, moi je pense au très complet mémoire en sciences sociales, orienté géographie, qui a été évoqué hier, mémoire qui a été rédigée par Alizée Sylvestre-Meunier, qui finalement livre une étude préfiguratrice pour une ferme publique grenobloise. Donc vraiment, l'idée, c'était de partir... est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible partout ? Est-ce qu'on peut implanter des fermes municipales partout ? Et je trouve que la manière dont cette étude a été menée et abordée est vraiment très intéressante. Donc on s'aperçoit que l'actualité aussi de ce sujet transcende bien des rigidités et finalement décloisonne un peu les disciplines, ce qui est un très bon point à mon sens. Alors disons-le d'emblée aussi, je ne suis ni spécialiste de droit de la fonction publique, ni de droit rural ou agricole, voire encore de droit de l'alimentation ou de droit des collectivités. Mes compétences d'ailleurs se rattacheraient davantage on va dire à tout ce qui relève de la domanialité, voire des questions foncières qui ont été abordées précédemment par mon collègue Benoît Schmaltz. Donc on peut se dire mais que fait-elle là, et c'est peut-être une bonne question, mais malgré tout je suis administrativiste et pour tout administrativiste je crois que la thématique des fermes publiques locales elle est au carrefour d'un grand nombre de disciplines
mais aussi, elle ouvre la porte à d'autres sciences sociales, et je crois que pour un administrativiste, ça présente d'indéniables intérêts. Il y a un écheveau complexe dans lequel entrent en jeu donc des questions qu'on a abordées, de résilience, d'interventionnisme, d'externalisation, de réinternalisation, d'action publique locale, de souveraineté ou peut-être pas souveraineté alimentaire, de modèles économiques à déterminer, et donc plus largement, ces questionnements nous orientent sur les impensés du droit, et je trouve qu'en cela, c'est vraiment très intéressant. Donc, vous l'aurez compris, la présente contribution n'a pas pour ambition de proposer une indiscutable formule statutaire à attribuer aux agents des fermes publiques locales, mais vise au contraire à mobiliser certains ressorts, mettre en avant peut-être d'éventuels effets de bord, à poser donc quelques jalons pour les ateliers qui suivront. Alors, à titre liminaire, il me paraît important de revenir sur les choix terminologiques que j'ai retenus pour cette communication, à savoir la notion de maraîcher municipal, puisque c'est une figure quand même assez nouvelle qui a émergé donc en réaction plutôt contextuelle, mais qui, là aussi, n'a pas de définition. Enfin, c'est une notion qui n'est pas particulièrement bien saisie par le droit. Alors, pourquoi maraîcher? Déjà, en premier lieu, puisque davantage que l'agriculture, qui me semble englober plus largement des activités de production végétale et animale comme l'élevage, le maraîchage semble aujourd'hui davantage pratiqué dans le cadre des fermes publiques, afin donc de pouvoir proposer petits fruits, légumes, le tout cultivé sur des surfaces qui sont encore assez limitées, toute proportion gardée. Mais on le voit, les essais sont quand même concluants pour la plupart. Donc il n'est pas impossible que le terme agriculteur, plus étendu que celui de maraîcher, puisse le remplacer dans un avenir plus ou moins proche. Municipal en second lieu, et là encore, c'est en partant des réalités de terrain que ce terme a paru le plus adapté, puisque on a pu le voir autour des diverses interventions depuis hier. Finalement, l'échelle communale, c'est elle qui est le plus souvent mobilisée pour créer des fermes publiques, pour des raisons de praticité, de compétences, même si là aussi on a vu toutes les difficultés qui pouvaient y être attachées. Donc on est un peu dans une remunicipalisation alimentaire en quelque sorte, et c'est pour ça que l'échelon communal paraît le plus adapté. Mais comme ça a été évoqué, on est dans un pêle-mêle institutionnel, on a des compétences qui sont variables, qui de loi en loi, de réforme en réforme du droit des collectivités sont repartagées. Donc il n'est pas du tout impossible d'imaginer, et surtout si la compétence en devient vraiment une, que, comme ça a déjà été dit, les EPCI puissent peut-être se saisir davantage que les communes qui, on le voyait aussi, pourraient quand même garder un peu la main. Tout ça est très théorique. Par contre, moi, je vois beaucoup moins, mais c'est un ressenti très personnel, je vois beaucoup moins les départements, malgré leur lien restauration avec les collèges, ou les régions. Pour des raisons évoquées aussi par Constance sur la question finalement des limites géographiques qui seraient quand même cette fois-ci peut-être trop importantes. Mais voilà, je pense que ça pourrait rester dans des échelles locales plus limitées, comme communes, voire éventuellement EPCI. Donc au total, finalement, alors EPCI, pourquoi ce serait intéressant? Parce que ça permettrait peut-être parfois de mutualiser le foncier, de mutualiser le matériel, de mutualiser le personnel. Bon, ça c'est encore une fois très théorique et à voir dans les expérimentations qui viendront. Donc pourquoi finalement choisir cette expression de maraîcher municipal? C'était une volonté d'être au plus près des réalités, on va dire, de terrain, mais il ne faut y voir absolument aucune borne particulière, rien n'est figé, je crois, à ce stade. Alors, il me semble aussi utile de resserrer le propos, là encore pour qu'il soit cohérent.
autour de la régie directe, encore une fois. Je pense que j'ai rencontré les mêmes difficultés que ma collègue privatiste sur la nécessité d'être intelligible sur ces questions. Donc finalement, aujourd'hui, la régie directe, on l'a dit, alors c'est une formule sans vêtements, qui a une expression qui est finalement assez parlante, et c'est la formule la plus plébiscitée, puisqu'on l'a déjà largement évoquée, mais elle permet vraiment le contrôle total de la municipalité sur la gestion financière, technique, et c'est une formule qui n'a pas de durée de vie établie à l'avance. Ce qui peut entraîner un risque en cas de changement politique, mais on a pu voir quand même que malgré des changements politiques, il peut y avoir une continuité qui s'opère, et ça c'est très intéressant. Donc c'est vrai que cette régie directe a l'avantage, l'atout d'une mise en place simplifiée juridiquement, et de s'extraire aussi de la logique de rentabilité qui peut innerver d'autres formules, puisque on l'a aussi, je passerai très vite, mais à côté de la régie simple, on l'a vu, les régies autonomes, comme celle de Candy en Pays Toulousain. On peut avoir la délégation de services publics comme à Gennevilliers, les PIC, les SEM, les CEMOP, la SPL. Bref, on peut imaginer un tas de formules tout à fait vastes. Mais dans ces cadres-là, la soumission au droit public devient alors beaucoup plus fluctuante. Tout comme la soumission à ces logiques publicistes, pour le fonctionnement de la ferme en elle-même, mais aussi en termes de personnel, pour ce qui m'intéresse un peu plus. Donc on voit qu'il y a une vraie fragmentation des modèles envisageables, un bricolage institutionnel, et cela crée une complexité, tout en démontrant quand même aussi l'existence d'alternatives, plus ou moins viables, mais l'existence d'alternatives. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc, dans un souci de clarté, on limitera les développements à venir aux régies classiques, pilotées directement par les élus locaux, et qui, si on vient de le voir, présentent certains avantages au niveau économique, risquent de présenter quelques désagréments au niveau de la qualité de leurs agents. Donc au-delà de s'interroger sur le meilleur statut à accorder aux maraîchers municipaux en l'état actuel du droit, c'est plus profondément encore que ce sujet conduit, parce qu'il convient à interroger l'adaptabilité des branches du droit administratif, à déterminer leur souplesse pour inclure des catégories complètement inédites, à mesurer les transformations des politiques publiques territoriales, mais aussi à évaluer la propension de l'agriculture publique à être érigée en tant qu'activité de service public, comme ça a été évoqué. Donc c'est quand même un sujet qui, à mon sens, mérite quand même encore une très large discussion. Alors pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à ces riches questions, tout en recentrant le propos sur la question des agents, il s'agira d'observer un peu de quelle manière se corrèle le droit de la fonction publique et l'activité de production réalisée par les maraîchers municipaux, avant de questionner la pertinence d'un modèle médian, pointant finalement l'hybridation comme solution. Parce que quelle que soit la motivation d'une collectivité à installer une ferme publique, que ce soit pour des failles de la commande publique au niveau local, des raisons politiques liées ou non à la volonté de satisfaire aux impératifs législatifs portés par les lois Egalim ou Climat et Résilience, nécessité aussi de valoriser le foncier urbain, quel que soit son modèle stratégique, puisque ce peut être de mettre en avant certaines valeurs sociales ou pédagogiques, de créer du lien aussi entre collectivités via le réseau national, quel que soit encore le public destinataire de la production, restauration collective, association de solidarité, personnes vulnérables, en crèche, en EHPAD, il faut des agents pour œuvrer à ces activités de maraîchage, et c'est à ce personnel donc spécifique qu'il convient désormais de s'intéresser. Et peut-être qu'en préambule, on peut dire un mot du profil de ces agents, qui sont les maraîchers municipaux en pratique.
Eh bien, en faisant un peu d'ethnographie, une typologie paraît se dessiner en prenant appui sur le degré de spécialisation des publics visés. Alors, en premier lieu, on retrouve les agriculteurs diplômés, qui sont des exploitants agricoles indépendants, qui ont choisi de basculer du secteur privé au secteur public, en étant recrutés via des annonces, somme toute, assez classiques, publiées par les collectivités, le plus souvent en ligne ou de manière plus actuelle sur les réseaux sociaux. Et ces agriculteurs diplômés font donc le choix de rompre avec un statut pour en embrasser un autre, et ce sont de véritables spécialistes techniques. En deuxième lieu, des agents des collectivités appartenant au service espace vert ou environnement, préalablement, peuvent aussi jouer un rôle clé au sein des fermes publiques, que ce soit dans le cadre de roulement, au moment de vacances, voire de congés maladie, ou en temps de récolte ou période chargée pour pouvoir renforcer les effectifs. Ces maraîchers municipaux indirects sont donc déjà des agents publics dont les compétences peuvent être requises ponctuellement. Et enfin, en troisième et dernier lieu, se retrouvent des personnels initialement non spécialistes qui peuvent être issus, par exemple, de dispositifs associatifs d'insertion comme les jardins de Cocagne ou simplement être des saisonniers et qui peuvent, d'une certaine manière, être considérés comme des salariés agricoles dont les modalités de recrutement rejoignent celles précédemment évoquées. Mais alors, si parmi ces trois catégories se comptent des agents publics parfois déjà fonctionnaires, ceux des espaces verts ou services environnement, qu'en est-il des deux autres catégories qui d'ailleurs constituent le cœur du personnel des fermes publiques? Est-ce que le droit de la fonction publique constitue-t-il véritablement l'encadrement adapté? Alors on peut s'interroger, le maraîcher municipal comme fonctionnaire, est-ce qu'il y a des failles indépassables à ce modèle et qui est déjà d'ailleurs en place dans certaines collectivités? Alors tout d'abord, il convient de préciser que dans le cadre d'une régie simple, les personnels, bien sûr, relèvent du droit public, sont des agents publics, et qu'il en va autrement dans le cadre des régies autonomes, puisque par exemple dans celle de Candy, se trouvent donc des agriculteurs salariés qui, au niveau RH, sont rattachés à la structure par des contrats de droit privé, et qui d'ailleurs en parallèle poursuivent parfois leur propre exploitation en parallèle de leur activité au sein de la régie autonome. Ces derniers, comme les agriculteurs du secteur privé de manière générale, cotisent à la MSA et peuvent bénéficier d'aides comme la PAC, ainsi qu'on l'a évoqué. Seul le directeur de la régie, donc pour parler de celle de Candy, seul le directeur de la régie autonome se trouve soumis au droit public en étant dans ce cas précis fonctionnaire de catégorie A, chargé de l'encadrement des équipes. Et pour rappel, avant que le premier agent ne soit engagé à Montsartou, il paraît important de le souligner quand même, la fonction de maraîcher municipal n'existait absolument pas. Et le plus souvent, les maraîchers municipaux sont recrutés en tant que contractuels, le temps de faire leurs preuves. Cela étant, et malgré l'important turnover qui ressort de la pratique, ces agents ne peuvent indéfiniment demeurer contractuels. Auparavant, juste une petite incise, mais auparavant, quand il n'existait pas de cadre d'emploi spécifique en droit de la fonction publique, on pouvait enchaîner les CDD à l'envie. Désormais, même en l'absence de cadre d'emploi, cette possibilité n'existe plus. Ce qui signifie qu'au bout d'un certain temps ou d'un nombre d'enchaînements de CDD, il faut titulariser l'agent. Et donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc, lorsque le maraîcher est recruté, on le voit, il est recruté en tant que contractuel. Et donc, deux solutions sont possibles. Après avoir enchaîné ce nombre désormais limité de CDD, et s'il donne satisfaction à l'employeur public, ça qui est important, ces maraîchers municipaux peuvent être titularisés donc après une période de stage, ou encore faire le choix de passer un concours de catégorie C ou B, au regard des missions effectuées qui n'entrent pour l'instant pas dans la catégorie A.
Et le but là serait d'intégrer la fonction publique. Pour autant, comme je vous le disais, il n'existe aucun cadre d'emploi dédié et malgré des fiches de poste assez évolutives qui sont édictées par les communes afin de recruter de tels agents, on a une première difficulté qui se pose. Alors, pour pouvoir la dépasser, j'avais pu proposer de créer un cadre d'emploi spécifique qui pourrait être dénommé agent agricole de production directe, qui engloberait donc les maraîchers, mais peut-être plus largement, dès lors que les activités pourraient s'étendre un peu, qui pourrait être un petit peu plus large. Agent agricole de production directe, au sein duquel donc pourraient coexister des personnels de catégorie A pour l'encadrement, de catégorie B pour les techniciens spécialisés, de catégorie C pour les agents d'exécution. Et c'est vrai que l'idée de créer un statut de fonctionnaire spécifique avait pu aussi être relayée lors d'un atelier à l'occasion d'une rencontre du réseau national des fermes publiques, avec l'idée de mettre en place ce statut de fonctionnaire maraîcher intégré à la liste des métiers du CNFPT, comme on a pu en discuter un petit peu hier. Mais alors, quels sont les obstacles que peut poser le statut de fonctionnaire dans le cadre du maraîchage municipal ? Puisque jusqu'à présent, on a l'impression que si des obstacles existent, ils peuvent être contournés assez facilement. Tout est possible, mais il y a quand même quelques difficultés et en ce sens, il faut rappeler quelques fondamentaux. Un fonctionnaire doit se plier à un statut strict, fait de devoirs et obligations, devoirs de réserve, obligations et nécessités de service pour assurer la continuité du service, un cumul d'activités très encadré, une annualisation du temps de travail, un lien hiérarchique fort qui suppose le plus souvent une absence de pouvoir décisionnel. Et ce sont là parfois quand même des obstacles bien complexes à contourner pour une activité aussi atypique en réalité. Alors toutefois, ce statut offre de véritables intérêts en termes de protection et de droits facilement mobilisables par rapport à un agriculteur soumis aux droits privés, droit de grève, droit de se syndiquer, congé maladie, reclassement, absence de charges administratives aussi, puisque un agriculteur a quand même une large part de son activité dédiée à des demandes de financement, à de la comptabilité. Donc là, on a des facilités, il est vrai. Un salaire constant, évidemment, et ça peut aussi être intéressant, une sécurité de l'emploi, droit à la formation professionnelle continue, et de possibles avantages en nature, comme potentiellement la mise à disposition d'un logement de fonction, comme c'est le cas à Montsartou avec l'un des agents. Alors là encore, de tels atouts peuvent paraître assez séduisants, mais l'encadrement juridique faisant défaut, ils peuvent être plus délicats à appréhender dans la pratique. Et en cela, finalement, on peut regarder peut-être un petit point, un élément. On a vu que la formation, désormais, on a quelques solutions qui se mettent en place. Mais moi, je vais poser peut-être une autre question. Quelle institution, aujourd'hui, pourrait délivrer des agréments pour la sécurité dans l'utilisation des machines, de l'outillage agricole, puisque un fonctionnaire doit être habilité à un certain nombre de pratiques, et donc qui aujourd'hui est en quelle institution pourrait être en mesure de délivrer ce type de certificat de validation en matière de sécurité. Donc là encore, c'est peut-être aussi des petits éléments qui semblent anodins, mais qui peuvent peut-être, après, en termes de contentieux, poser certains problèmes. Donc on se rend compte que la pratique teste, expérimente, et qu'on n'a pas d'harmonisation nationale. Et donc forcément, des questions demeurent, et il en va de même, bien évidemment, s'agissant du régime de protection sociale applicable, de l'incompatibilité avec certaines règles du droit rural, ou encore des questions de responsabilité en termes de réparation des risques agricoles. Est-ce qu'un agent qui serait donc un fonctionnaire maraîcher, comment est-ce qu'on identifierait ? Est-ce qu'il y a une faute de service ?
Est-ce que il y a un cumul de responsabilités? Est-ce que c'est une faute personnelle? Toutes ces questions-là se posent déjà en pratique. Et puis, si on va aussi un petit peu plus loin, la question de la responsabilité, quand je dis des questions de responsabilité, de risque agricole, c'est le risque aussi envers les agents. Donc il y a quand même des questions qui méritent d'être étudiées, sur lesquelles je ne développe pas plus, puisque ce sera aussi l'objet des ateliers. Mais en somme, pour revenir à la création d'un cadre d'emploi spécifique. J'ai très largement dépassé le chrono, mais c'est impossible. Alors bref, je conclus tout de suite. Pour revenir à la création d'un cadre d'emploi spécifique qui permettrait donc de pallier les inconvénients et obstacles mentionnés, il faudrait que le droit de la fonction publique opère quand même de larges ajustements, fasse montre d'une adaptabilité tout à fait inédite, et on peut se demander si à ce jour c'est vraiment souhaité, voire souhaitable. En réalité, ce que j'allais proposer dans une seconde partie, que je n'aurai évidemment pas le temps de traiter, mais c'était peut-être de se placer sur une forme de statut hybride qui pourrait finalement conserver quelques souplesses du droit privé et qui pourrait être davantage adapté au milieu agricole, dans lequel se déploient ces fermes publiques locales, et puis garder peut-être quelques atouts de la fonction publique. Tout ça mérite, à mon avis, d'être vraiment pensé, discuté, et de nombreux scénarios doivent pouvoir émerger, parce que je crois qu'au fond, et c'est là la plus grande opposition, elle est théorique. On le disait tout à l'heure, on a un agriculteur qui a... en droit rural, qui a acquis un statut, qui se considère comme un producteur. Il y a une logique patrimoniale, il y a aussi derrière tout ça une volonté d'entreprendre de la part d'un maraîcher classique. Et donc soumettre cette profession-là à la fonction publique, je trouve que c'est antinomique et c'est vraiment théoriquement, conceptuellement très compliqué. Alors ça se fait. Maintenant, est-ce que ça peut être généralisé? C'est une autre question. Et j'en finirai juste avec une petite citation très rapide qui me plaît beaucoup, puisque en 1913 déjà, Alexandre Lefat relevait que le propre de leur carrière, qu'on y réfléchisse, est de ne pas récolter directement les fruits de leurs efforts. Ce manque de concordance directe entre l'effort produit et le résultat obtenu fait le tourment de l'existence des fonctionnaires. Et en réalité, est-ce qu'un fonctionnaire peut... Toutes les questions sont... Donc il y a une frontière théorique quasi insurmontable, mais on va peut-être réussir à la dépasser à force de discussions, d'échanges, et puis avec les évolutions évidentes qui nous attendent à l'avenir. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas osé couper parce que je pense que ça renvoie à beaucoup d'interrogations, et je vais passer le micro très rapidement du coup, parce que normalement on devrait s'arrêter maintenant, mais je veux pas couper tout échange. Oh, on en est. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a un profil de maraîcher municipal sur lequel je m'interroge, c'est le candidat à l'installation ou le jeune installé. En fait, comment un exploitant agricole pourrait finalement, qui est déjà installé par ailleurs, pourrait en parallèle être agent contractuel pour compléter ses revenus le temps que sa propre exploitation monte en puissance en termes de clientèle, rendement, etc., ou un petit peu moins avancé dans son projet, un candidat à l'installation qui aurait besoin de compléter sa formation ou de mûrir son projet économique, ce qui privilégie du coup plutôt une régie avec autonomie financière pour avoir une vision plus fine de sa gestion. Mais voilà, comment on peut articuler ces fermes publiques avec l'accompagnement à l'installation et finalement concevoir ces fermes publiques un peu comme des espaces tests en partie. Voilà. Je m'interroge simplement là-dessus, et je ne sais pas si certaines fermes publiques sont conçues comme des instruments aussi d'accompagnement à l'installation de maraîchers
de maraîchers. Moi, je crois que là aussi, c'est des questions de logique qui ne sont pas forcément très compatibles. Parce que lorsqu'une ferme publique est mise en place par une collectivité, elle va sans doute essayer de trouver un personnel pérenne qui va rester, qui va s'investir. Et déjà, on se rend compte que le turnover qui est en pratique, et d'autres le diront bien mieux que moi, mais je pense que c'est déjà très compliqué. Et donc se dire, en fait, on va être un tremplin pour de futurs concurrents, mais qui d'ailleurs, enfin, peut-être une vraie concurrence, parce que justement, l'idée de monter une ferme publique aussi, c'est pour... Alors attention, je ne reviens pas sur les questions de carence de l'initiative privée, mais souvent c'est quand même une bonne réponse à ce type de point-là. Et donc si on prépare de futurs maraîchers via ce dispositif, finalement, ils vont peut-être pouvoir s'installer à proximité, et finalement, peut-être qu'on n'aura plus besoin de la ferme publique, puisqu'on aura une production locale. Donc, je ne suis pas sûre que ça puisse être un bon incubateur, en tout cas que la logique puisse l'être. Maintenant, est-ce que ça se passe en pratique? Ça, je ne sais pas. Mais, et je ne suis pas sûre non plus, en termes strictement de droit de la fonction publique, qu'on puisse... que le cumul d'activités puisse, et d'autant plus quand on est contractuel, que ça puisse être mis en place. Voilà. D'ailleurs, je ne pense pas. On est bien d'accord. Voilà. Du coup, moi, je voulais juste réagir sur la question. L'espace test agricole est effectivement un objet à part entière. On est en grande discussion, mais on échange avec le RENETA, le Réseau national des espaces test agricoles, et c'est quand même assez distinct. Il n'y a pas de fusion envisagée plus que ça. C'est pas, ça fait pas partie des discussions que j'ai entendues moi au sein du réseau. Il y a des collectivités qui portent les deux, en fait, qui portent et des espaces tests agricoles et des fermes publiques, mais effectivement les deux n'ont pas les mêmes objectifs finalement, même si pour le coup sur cette question-là, dans le contexte de déprise agricole massif, en fait il y aura jamais trop de maraîchers. Oui. Donc moi ça, typiquement je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit un problème à proprement parler. Oui, parce que sur des structures d'insertion par l'activité économique, par exemple, quand on peine à recruter des maraîchers avec des compétences techniques, et ben en fait c'est un vivier. Donc c'est peut-être un vivier par défaut parce qu'en effet on sait que le maraîcher a vocation à partir, mais en l'absence de candidats pérennes, de candidats qui accepteraient de devenir fonctionnaires, parce qu'il peut y avoir aussi, ça fait partie des viviers vers lesquels on peut se tourner. Enfin, vivier, je ne sais pas s'il y a tant de candidats que cela à l'installation, mais en tout cas, c'est une... Pépinière. Merci, vous avez failli y échapper, mais non. Oui, j'ai été très intrigué par votre réponse en disant, mais finalement, ça ne peut être que provisoire dès lors qu'il y aurait finalement, en définitive, par la suite, une satisfaction locale par le privé de ces questions d'agriculture. Est-ce que vous laissez supposer que les fermes publiques devraient ou pourraient avoir un statut strictement provisoire? Première question. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des maraîchers fonctionnaires ou agents publics rattachés à celle-ci? Alors, je pense que je me suis sans doute mal exprimée, mais c'était pour revenir sur cette histoire de si on crée une ferme publique, c'est avant tout avant tout. Je pense que l'idée au départ, c'était de pallier la carence de l'initiative privée. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi une forme de politique publique quand même qui est émergente et qui a une force qui dépasse très largement ces questions-là, mais il ne faudrait pas ensuite, j'envisage pas le caractère du tout provisoire, mais il ne faudrait pas qu'en formant des maraîchers qui ensuite vont s'implanter, sans dire non plus qu'il y en aurait trop, parce que je suis d'accord, il y en aura jamais trop, pas dans ces hypothèses-là en tout cas, mais je pense que c'était surtout l'idée que on ne peut pas recruter
pour former, pour ensuite... Enfin, c'est juste des questions de logique. Et évidemment, si on considérait qu'une ferme publique locale était juste transitoire, c'est-à-dire venez là pour apporter quelques besoins le temps que l'initiative privée prenne le relais, je suis bien d'accord que faire de ces agents, est-ce qu'on pourrait les renvoyer ensuite aux espaces verts, aux services environnement ou pourquoi pas en cantine scolaire, je n'en suis pas sûre. Puisque là, c'est vraiment des compétences spécifiques qu'on va chercher chez des agents qui, pour la plupart, ont déjà reçu une formation et sont diplômés en Mais c'est bien là toute l'ambiguïté de la démarche. Parce que si c'est pour combler cette carence, ça peut faire aussi opposition à ce que d'autres viennent en disant de toute façon on n'arrivera pas à vendre nos fruits et légumes puisque la collectivité y pourvoit déjà à ses propres tarifs pour elle-même, donc le marché est bouché. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quelque part ou est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les fermes publiques seraient une espèce de locomotive et qui aurait, à un moment donné, une fois que l'élan est donné, tendance à disparaître presque naturellement puisque le besoin local serait satisfait? J'ai rien contre les fermes publiques, je précise. Non, mais moi, c'est une question que je me suis posée aussi, et ça revient également à la réflexion ici. Est-ce que finalement l'exceptionnel ne va pas devenir le courant? Enfin, et là-dessus, je crois que c'est les seules réponses qui peuvent être apportées, en tout cas qui peuvent être, elles sont politiques. Je pense. Je ne sais pas. Après, je pense qu'il y a aussi la logique de dire aujourd'hui, si les fermes publiques elles sont orientées pour approvisionner les services de restauration collective, si demain c'est justement des agriculteurs en phase de s'installer et qu'en soi c'est juste une sorte de contrat temporaire, le temps ensuite de pouvoir s'installer individuellement, le risque c'est que la collectivité soit obligée de recruter quelqu'un pour faire tourner sa production pour alimenter la restauration collective. Donc je pense qu'ici l'idée c'est peut-être dans la titularisation, c'est le fait de pouvoir aussi faire en sorte que la production puisse continuité du service et qu'on puisse alimenter la restauration collective. La question elle pourrait se poser si demain c'est pas la seule destination de la production. Je vous propose de poursuivre ces échanges un peu plus tard. Ça fait partie aussi des thèmes qu'on va aborder pendant les ateliers, donc on pourra en reparler à ce moment-là. Juste pour prendre compte du retard, je vous propose qu'on se retrouve plutôt à 14h30 plutôt que 14h15.